Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, il sera question d'une affaire qui a ébranlé une communauté fermée, située à la périphérie de Seattle, en 2021. Dans ce cadre huppé et soigneusement surveillé, personne ne se doutait qu'un jeune homme adopté dans une famille respectée puisse cacher en lui un sombre penchant criminel. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Dans la tranquillité apparente de cette résidence sécurisée, Richard Goodman et Monica Goodman s'étaient installés depuis plusieurs années. Richard, âgé de 45 ans, dirigeait une société florissante spécialisée dans l'investissement dans les startups technologiques. Grand, légèrement grisonnant, toujours vêtu de costumes onéreux, il incarnait pour le voisinage un modèle de réussite et de politesse. Monica, plus jeune de 3 ans que son mari, avait été danseuse de ballet dans sa jeunesse avant de se reconvertir avec succès dans le design d'intérieur. Élancée, un sourire radieux, elle avait construit une réputation de femme disciplinée et chaleureuse. Ensemble, ils formaient un couple admiré, dont le mode de vie laissait supposer une existence de rêve. La décision d'adopter Kurt Donovan, alors âgé de 16 ans, avait surpris quelques proches et intrigué des curieux du voisinage. On savait simplement que le jeune homme, désormais âgé de 22 ans, avait grandi dans diverses familles d'accueil, sans jamais réussir à trouver de stabilité. Richard et Monica avaient souhaité lui offrir un foyer aimant et des opportunités d'avenir. Avec ses cheveux sombres coupés courts, ses yeux gris pénétrants et sa carrure d'athlète, Kurt semblait réservé, mais toujours courtois. Il partageait rarement ses émotions et, de l'extérieur, on le considérait comme un individu discret, préférant la solitude à la compagnie tapageuse de la vie sociale. Au fil du temps, beaucoup imaginaient qu'il était simplement en quête de repères, après tant d'années d'instabilité dans son enfance. Quelques mois avant la macabre découverte qui allait changer le destin des Goodman, un malaise s'était répandu dans la ville voisine. De jeunes étudiants, majoritairement inscrits à l'université proche, disparaissaient sans laisser de traces. Les enquêteurs s'évertuaient à trouver un lien entre ces disparitions, redoutant qu'il ne s'agisse d'un criminel en série. Dans les mois qui suivirent, plusieurs cadavres furent découverts dans les bois environnants ou sur les berges isolées d'un lac tout proche. Chaque découverte laissait présager une forme de violence calculée, comme si l'auteur avait orchestré avec soin non seulement la mise en scène des corps, mais également la planification de chaque étape. Des journalistes d'investigation commencèrent à mentionner qu'aucune preuve concrète ne pointait vers un suspect précis. Les autorités restaient discrètes, sans pistes solides ni témoignages fiables. Cependant, dans la résidence sécurisée où vivaient les Goodman, cette vague de criminalité n'avait pas suscité plus qu'un émoi passager. Après tout, pourquoi s'inquiéter dans un lieu si sélect, apparemment à l'écart du tumulte de la ville? Les familles aisées vaquaient à leurs occupations, organisant des dîners mondains, planifiant des vacances lointaines, participant à des événements de charité. L'entrée y était surveillée par des systèmes de sécurité sophistiqués, et une patrouille privée veillait nuit et jour au moindre mouvement suspect. L'illusion de perfection régnait derrière les portails. L'un des drames de cette histoire tient au sort d'une jeune victime, une étudiante prometteuse en première année de droit. En contact régulier avec une association locale, elle œuvrait à la promotion de la lecture auprès d'enfants défavorisés. Sa disparition avait choqué toutes les personnes qui la connaissaient. Elle était décrite comme une personne altruiste, gentille et passionnée par ses études. Lorsqu'on retrouva son corps dans un sous-bois, la scène laissa présager un acte violent et soigneusement prémédité. Les enquêteurs constatèrent des signes d'agression physique accompagnés de détails macabres, évoquant une emprise psychologique que le meurtrier avait sans doute exercée. Désemparée, la population s'interrogea sur l'identité de ce prédateur insaisissable. C'est un jour anodin qui déclencha toute la révélation. Richard Goodman, travaillant depuis son bureau à domicile, eut besoin d'accéder à la chambre de Kurt pour y chercher un câble informatique. Kurt étant sorti faire un jogging,
Richard se permit d'entrer silencieusement dans la pièce. De prime abord, la chambre semblait propre et ordonnée. Pourtant, une boîte métallique entrebâillée attira son attention. Saisissant l'objet par curiosité, il découvrit, stupéfait, une série de photographies glaçantes montrant les lieux mêmes où avaient été retrouvés des corps, et d'autres illustrations semblant documenter des scènes de crime. Pire encore, certaines pages regroupées dans un dossier portaient des croquis de parcours, de chemins forestiers et des annotations détaillées, comme si l'on étudiait les habitudes des victimes potentielles. Au début, Richard voulut croire que Kurt s'intéressait peut-être à la criminologie ou à un projet universitaire. Mais il se souvint que son fils adoptif n'avait jamais manifesté un tel intérêt. Les frissons qu'il ressentit s'intensifièrent lorsque, en fouillant davantage, il tomba sur de menus objets. Un pendentif, un porte-clés, des babioles qui semblaient avoir appartenu aux victimes identifiées dans les journaux. Par la suite, il reconnut même un bracelet que la jeune étudiante en droit portait, parce que les médias en avaient diffusé la description. Le cœur battant à tout rompre, Richard comprit peu à peu que ces photos, ces cartes et ces reliques n'étaient pas un simple passe-temps morbide. Quelqu'un, Kurt, rassemblait ses souvenirs d'une manière semblable à ce que la police décrivait parfois comme une signature de tueur en série. En proie à la panique, Richard téléphona immédiatement à Monica, la priant de le rejoindre au plus vite. Elle accourut, redoutant un accident ou une urgence. En découvrant le contenu de la boîte, son premier réflexe fut de nier l'évidence, cherchant une explication raisonnable. Comment leur fils, ce garçon jadis si timide et reconnaissant envers eux, pour l'avoir sorti d'un passé chaotique, pouvait-il cacher une telle perversion? Ensemble, ils se remémorèrent le jour où ils avaient signé les papiers d'adoption, confiants dans leur désir d'offrir un avenir stable à un adolescent. Jamais ils n'avaient pensé à vérifier plus en profondeur son passé familial. Le service d'adoption avait fourni des documents lacunaires, évoquant seulement plusieurs placements et un père biologique inconnu. Plus tard dans la journée, alors que Kurt n'était toujours pas rentré, Monica tomba sur un dossier classé dans un tiroir. Des documents officiels provenant d'une prison de haute sécurité. Le nom inscrit sur ces fichiers était celui de Marcus Donovan, un criminel notoire accusé de multiples meurtres sur la côte Est dans les années 990. Les lettres jointes révélaient que Kurt n'avait jamais coupé le lien avec cet homme. Au contraire, il lui rendait visite en secret et recevait régulièrement ses recommandations, comme s'il considérait ce meurtrier comme un mentor. Les passages rédigés par Marcus dépeignaient une fascination pour la souffrance d'autrui et une incitation à la manipuler. L'effroi de Monica et Richard fut indescriptible. Ils comprirent qu'en plus d'avoir un père biologique capable de la pire violence, leur fils adoptif s'était laissé influencer par ses conseils empoisonnés. Pendant ce temps, dans un commissariat de police du centre-ville, l'équipe d'enquêteurs chargée des meurtres restait confrontée à une impasse. Un enquêteur chevronné, qui avait déjà résolu plusieurs affaires complexes de meurtriers en série, suspectait l'implication d'un individu doté d'une intelligence hors norme. Les indices révélant un effort soutenu pour dissimuler toute trace matérielle renforçaient l'idée d'un tueur prudent, méticuleux et, surtout, patient. Les résultats d'analyses médico-légales, recueillis sur plusieurs scènes de crime, montraient des similitudes dans le mode opératoire. Absence de lutte prolongée, immobilisation rapide des victimes, utilisation de lieux isolés. Malheureusement, les fragments d'ADN partiels retrouvés sur l'une des scènes ne correspondaient à aucun profil disponible dans la base de données officielle. Un membre de la police technique insista pour approfondir l'examen d'objets trouvés à proximité des corps, même ceux sans apparence de lien direct. On espérait mettre en évidence de nouveaux indices, mais tout demeurait confus. C'est alors qu'un appel anonyme parvint à la permanence policière. À l'autre bout du fil, la voix de Richard, tremblante, expliqua qu'il devait absolument rencontrer un officier pour partager des informations capitales. Lorsqu'il arriva sur place, accompagné de Monica, les deux racontèrent avec précaution leur découverte.
Ils présentèrent les photographies, les plans et ces mystérieux objets retrouvés dans la chambre de Kurt. Sous le choc, un premier détective confia aussitôt l'affaire à l'enquêteur le plus expérimenté, craignant que la révélation ne fasse scandale. Les autorités s'organisèrent pour procéder à l'arrestation rapide du suspect si leurs soupçons se confirmaient. Entre-temps, Kurt revint chez lui tard dans la nuit, trouvant la maison plongée dans un silence oppressant. Ni Richard ni Monica ne l'accueillirent. Déconcerté, il entra dans sa chambre, ne suspectant pas que ses secrets avaient déjà été mis au grand jour. À peine avait-il posé son sac de sport que la porte s'ouvrit brusquement sur 2 agents en civil, qui se jetèrent sur lui en criant leur appartenance à la police. Il opposa peu de résistance, paraissant étrangement calme. Son regard, indéchiffrable, ne trahissait aucune émotion discernable. On le menotta et on l'emmena sous le regard désemparé de Monica, postée derrière la rambarde de l'escalier. Le lendemain, un procureur perspicace fut désigné pour formaliser les charges. Il déclara qu'au vu des preuves accumulées, la détention provisoire de Kurt était justifiée. L'enquête s'élargit. On vérifia le passif du suspect, ses emplois du temps, ses liens universitaires, ses déplacements, tout ce qui pouvait corroborer les indices. La police apprit alors que Kurt se rendait fréquemment dans une ville voisine, sous prétexte d'excursions sportives. Plusieurs caméras de surveillance l'avaient effectivement filmé à proximité d'un café, où l'une des victimes disparues avait été vue pour la dernière fois. Les témoignages de quelques connaissances de l'université évoquaient une silhouette semblable à la sienne lors d'événements sportifs, et surtout une discrétion qu'on lui prêtait en toutes circonstances. Des analyses génétiques minutieuses furent pratiquées à la suite de son arrestation. L'échantillon d'ADN que Kurt avait laissé au commissariat permit d'effectuer une comparaison directe avec les fragments relevés auprès de certaines scènes de crime. Les résultats confirmèrent une correspondance dans plusieurs cas. Les enquêteurs comprirent vite qu'ils avaient affaire à un individu pouvant être l'auteur d'une série d'homicides horribles. Et lorsque le dossier sur le père biologique de Kurt, Marcus Donovan, fut révélé, l'affaire fit grand bruit dans la presse. On découvrit que ce tueur notoire purgeait toujours sa peine dans une prison de haute sécurité sur la côte Est. Or, les échanges épistolaires qu'il entretenait avec son fils contenaient des suggestions malsaines et un manifeste idéologique justifiant une violence sans remords. Durant les interrogatoires, Kurt adopta un comportement déroutant. Il répondait d'abord poliment aux questions de l'enquêteur expérimenté, niant toute implication. Lorsqu'on lui présenta les preuves tangibles trouvées dans sa chambre, il esquissa un demi-sourire, presque imperceptible, puis déclara n'avoir aucun souvenir d'activité criminelle. Son détachement poussa certains policiers à croire qu'il éprouvait une forme de plaisir pervers à manipuler son entourage, laissant planer le doute sur sa véritable santé mentale. Les observateurs notèrent qu'il ne se plaignait jamais, ne réclamait aucun contact extérieur hormis un avocat commis d'office, et ne manifestait aucune émotion face à la perspective d'être accusé de plusieurs meurtres. Les jours passèrent et l'accusation se renforçait. Les enquêteurs rapportèrent également un épisode passé sous silence. Quelques années plus tôt, dans l'une des familles d'accueil où Kurt avait vécu, un incident inquiétant avait failli être signalé. Un jeune voisin l'avait surpris en train de mutiler un animal domestique, avant de prétendre qu'il s'agissait d'un simple accident. Manquant de preuves, personne n'avait donné suite, mais ce comportement monstrueux prenait désormais une signification sinistre. La défense, toutefois, souleva la question de la responsabilité de l'adolescence tourmentée de Kurt et du potentiel héritage psychologique venant de Marcus Donovan. Un psychologue appointé par la défense supposa qu'il pouvait exister un terrain génétique favorisant certains troubles mentaux, surtout quand l'individu est soumis à une éducation instable et à la mauvaise influence d'un criminel avéré. Face à cette affaire scandaleuse, plusieurs habitants de la résidence sécurisée se sentirent trahis. Ils avaient croisé Kurt sans se douter de son vrai visage. Un voisinage habituellement discret partageait désormais sa stupeur,
pourfendant l'illusion de sécurité dont il s'était bercé. Les médias de la région se massèrent aux grilles de la propriété, cherchant à obtenir des images ou des déclarations du couple Goodman. Certains habitants craignaient que cette publicité néfaste ne dévalue leurs biens immobiliers et ternisse la réputation de la communauté. Des membres d'associations dédiées au soutien des victimes de crimes violents n'hésitèrent pas à souligner la nécessité de mieux encadrer les procédures d'adoption pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Au bout de plusieurs semaines d'investigation intensive, les éléments à charge contre Kurt devinrent si accablants que l'ouverture d'un procès criminel ne faisait plus de doute. L'audience préliminaire se déroula dans une salle bondée, en présence de nombreux journalistes. Monica et Richard, profondément affectés, assistaient en silence, fuyant le plus possible les regards inquisiteurs. Monica se rongeait les sangs, ressassant les souvenirs de Kurt adolescent, ce jeune homme qui semblait seulement chercher une famille aimante. Elle ne parvenait pas à accepter que, derrière cette façade polie, son fils adoptif eût pu embrasser l'héritage démoniaque de son père biologique. Le procès s'ouvrit finalement un matin d'automne. Le juge, un magistrat sévère, fit lecture des accusations formelles: meurtre avec préméditation, séquestration, acte de violence aggravée et entrave à la justice. Le procureur détailla le mode opératoire cruel et les preuves scientifiques reliant Kurt aux scènes de crime, y compris les enregistrements vidéo, les témoins l'ayant aperçu en compagnie de victimes disparues et l'analyse génétique incontestable. De son côté, l'avocat de la défense, mandaté pour représenter Kurt, insista sur la nécessité d'évaluer son état psychologique et remit en cause la validité de certains témoignages indirects. Il chercha à semer le doute sur la manière dont les objets compromettants avaient été découverts, insinuant qu'ils auraient pas pu être placés là pour l'incriminer. Pourtant, la somme d'éléments accumulés surpassait largement ses tentatives d'atténuer la culpabilité de l'accusé. Au cours du procès, on présenta notamment des extraits de la correspondance entre Kurt et Marcus Donovan. Les mots sanglants de ce père meurtrier bouleversèrent l'assistance. Les lettres montraient comment Marcus donnait à son fils des consignes pour dissimuler des indices, sélectionner des cibles moins méfiantes et se préparer mentalement à l'exécution de ses actes. Elle renvoyait l'image d'un disciple guidé par un mentor sinistre. La salle fut saisie de dégoût en découvrant le niveau de cruauté dont un être humain pouvait être capable. Pour plusieurs familles de victimes, c'était l'occasion d'obtenir enfin des réponses après des mois d'angoisse et d'incompréhension. Beaucoup d'entre elles fondirent en larmes ou tremblèrent en écoutant les experts décrire la minutie et le sang-froid de Kurt lors de chaque meurtre. La stratégie de la défense, qui misa sur l'instabilité psychologique et le lourd héritage de Kurt, échoua à convaincre le jury. Les psychiatres de l'accusation mirent en évidence chez l'accusé un profil psychopathe, alliant une forte intelligence, l'absence d'empathie et un désir de contrôler ses victimes. Ils soulignèrent également le libre arbitre dont Kurt avait fait preuve et ses efforts constants pour échapper à la police. Son comportement méthodique réfutait la possibilité qu'il agisse sous l'emprise d'une quelconque folie, atténuant sa responsabilité. Chaque nouvelle déposition enfonçait un clou supplémentaire dans le cercueil de la défense. Après plusieurs jours d'audience, le procureur prononça un réquisitoire implacable, réclamant la peine maximale. Il déclara que, compte tenu de la dangerosité extrême de Kurt, seule la réclusion criminelle à perpétuité pouvait protéger la société de ses agissements futurs. Dans une atmosphère lourde, chacun attendit le verdict final. L'attention se porta sur les jurés, qui se retirèrent pour délibérer. Lorsque ceux-ci revinrent, leurs visages fermés ne laissaient présager aucune indulgence. Le porte-parole annonça la culpabilité de l'accusé pour l'ensemble des chefs d'inculpation retenus. La sentence fut prononcée: la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À l'instant où le juge rendit la décision, Kurt resta immobile, sans afficher la moindre émotion. Monica, quant à elle,
éclata en sanglots, soutenu par Richard, le visage défait. Le couple, plein de honte et de douleur, savait qu'il devait désormais apprendre à vivre avec le souvenir d'avoir offert son foyer à un tueur en série. Alors que les mois s'écoulèrent, ils s'engagèrent en parallèle dans un programme d'aide aux familles de victimes, tentant d'apporter un certain réconfort à ceux qui avaient perdu un être cher. Ils participèrent à des forums sur la prévention du crime et la vigilance dans le système d'adoption, souhaitant que d'autres n'aient pas à subir la même horreur. Pourtant, leur vie de couple en fut ébranlée. Richard s'enferma dans le travail pour essayer d'oublier, tandis que Monica, rongée par la culpabilité, ne put jamais pleinement tourner la page. Les retombées médiatiques furent considérables. Des émissions télévisées parlèrent d'héritage du mal, établissant un parallèle sordide entre Kurt et Marcus Donovan. Le nom des Goodman résonna dans tout Seattle, ponctué de critiques acerbes de la part de personnes estimant qu'ils auraient dû mener une enquête plus approfondie avant l'adoption. Quelques spécialistes des sciences sociales rappelèrent toutefois la complexité des facteurs qui façonnent un individu et insistèrent pour dire que l'amour et un environnement sain ne suffisaient pas toujours à contrer des penchants criminels enracinés. Quoi qu'il en soit, l'image parfaite de la communauté sécurisée se trouva à jamais ternie. Après le procès, Kurt fut placé dans une prison fédérale de haute sécurité. Son attitude mutique persista. Il ne demanda ni visite, ni faveur particulière. Certains gardiens le décrivirent comme un détenu modèle, peut-être parce qu'il avait déjà obtenu ce qu'il cherchait. La notoriété criminelle, l'affirmation d'une suprématie cruelle sur des victimes désignées. Pendant ce temps, Marcus Donovan, toujours incarcéré à l'autre bout du pays, continuait de clamer sa fierté d'avoir formé son fils, allant même jusqu'à revendiquer ce sombre héritage dans des lettres adressées à des journalistes. Les autorités durcirent, dès lors, la surveillance de sa correspondance, pour empêcher toute nouvelle contamination idéologique. Quant à la famille Goodman, malgré leurs efforts pour contribuer positivement à la société après ce traumatisme, ils furent pour longtemps évités par leur entourage. Les réceptions mondaines se firent plus rares. Leur entreprise perdit quelques partenaires inquiets de l'impact négatif sur leur image. Monica ouvrit pourtant un petit studio de création, collaborant avec des associations caritatives pour concevoir des espaces favorisant la réinsertion et l'accompagnement des personnes en difficulté. Richard, pour sa part, recentra ses investissements sur des projets à dimension sociale, comme pour faire amende honorable vis-à-vis de ceux que leur fils adoptif avait fait souffrir. L'espoir infime qu'il pourrait un jour se reconstruire restait vivant, bien qu'assombri par le poids des événements tragiques. Aujourd'hui encore, cette affaire demeure un rappel cruel. Même au sein d'une demeure cossue, derrière les sourires charmants et les discours policés, se cache parfois une réalité sinistre. L'histoire de Kurt Donovan et de ses parents adoptifs illustre la fragilité de la confiance, la complexité des liens familiaux et le fait que la violence peut jaillir là où on l'attend le moins. D'un point de vue judiciaire et social, ce cas a conduit à un réexamen partiel du fonctionnement des services d'adoption dans l'État de Washington. Certains militants exigent des contrôles plus poussés lorsque l'identité ou les antécédents familiaux d'un enfant restent flous. Ils réclament des suivis psychologiques intensifs pour les mineurs adoptés dans des circonstances ambiguës. Beaucoup espèrent ainsi éviter de reproduire une tragédie similaire. Dans ce récit, on trouve un étrange paradoxe. La générosité et la bienveillance manifestées par Monica et Richard se sont heurtées à une cruauté innée et nourrie par un père biologique criminel. Personne ne sait avec certitude si, dans un contexte différent, Kurt Donovan aurait pu mener une vie normale. Les forces de l'ordre, les experts judiciaires, les victimes et leurs familles ont dû affronter les conséquences d'une série de meurtres dont l'horreur résonne encore. L'ombre de ces événements plane sur la communauté fermée, rappelant qu'aucun portail, si sophistiqué soit-il, ne peut vraiment arrêter le mal. Pour ma part, je ressens une profonde tristesse en pensant à ces jeunes gens disparus
privé d'avenir, et à ce couple qui, en voulant offrir une chance à un adolescent, s'est retrouvé complice involontaire d'un tueur. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'à la fin. Je vous remercie de votre fidélité et vous invite à découvrir d'autres vidéos où j'aborde des histoires tout aussi bouleversantes. J'espère que vous continuerez à me soutenir, car votre présence ici est importante pour moi. Encore merci et prenez soin de vous.